Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 115. Et pour ce numéro, je vous propose tout bonnement d'appliquer tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant autour des développements en série de Fourier afin d'établir ce très joli résultat qui généralisera en fait le lemme de Riemann-Lebesgue. L'énoncé précis du jour est le suivant, soit G une fonction C1 de R vers R T périodique, soit f une fonction continue sur un segment AB. On aimerait alors établir ce joli résultat qui permet d'exprimer cette limite sous la forme d'un produit d'intégrale, l'une ne faisant intervenir que la fonction g, l'autre ne faisant intervenir que la fonction f. Donc voilà, cet exercice peut très bien s'attaquer en deuxième année de classe préparatoire, pour peu qu'on ait donc le bagage suffisant autour des développements en série de Fourier, bagage que nous avons établi à travers les précédents exercices que nous avons vus sur cette chaîne. Je vais en rappeler quelques-uns, mais permettez-moi dans un premier temps d'expliquer en quoi ce résultat-là généralise le lemme de Riemann-Lebesgue. Nous l'avions attaqué, ce lemme de Riemann-Lebesgue, il y a longtemps de cela. C'était le petit Exode-Call numéro 10. Je me permets de rappeler l'écriture de Riemann-Lebesgue, ça ne fera pas de mal. Voilà. Et qu'est-ce que dit ce lemme? Il dit que si on prend une fonction continue sur un segment AB, alors la limite, quand x tend vers plus infini de l'intégrale de AAB de f de t fois sinus de xt, on peut remplacer sinus par cosinus si on le souhaite, et bien ça c'est égal à 0. Voilà ce que dit le lemme de Riemann-Lebesgue. Alors nous, dans le petit Exode-Call correspondant, nous avons étudié cette limite en remplaçant x par un entier naturel n, mais en fait le raisonnement donné pour l'entier naturel n peut très bien se faire pour n'importe quel x réel qui tendrait vers plus infini. C'est pas un souci du tout. Et donc pourquoi en effet ce résultat-là est une généralisation? Déjà voyez la tête de la limite qu'il faut calculer, et la fonction g qu'il faudrait donc prendre pour que cela colle correctement, c'est de prendre la fonction sinus. La fonction sinus, elle est 2π périodique, et donc il faudrait calculer l'intégrale de 0 à 2π de sinus de t dt. Et cette intégrale, je vous le donne en 1000, ça donne 0. Et ce serait la même chose pour cosinus. Et donc c'est en cela que le résultat que nous allons établir ici, en effet, montre bien une généralisation du lemme de Riemann-Lebesgue. Bien, donc ça c'était la première chose que je voulais souligner, et je tiens également à dire qu'on en aura besoin pour pouvoir établir ce gros résultat. On va avoir besoin maintenant d'outils de développement en série de Fourier, et notamment l'outil le plus important, le théorème de Dirichlet. Donc le théorème de Dirichlet permet de dire que si j'ai une fonction de pi périodique, c'est 0, donc continue, mais telle que en n'importe quelle valeur on a une dérivée à gauche et une dérivée à droite, pas forcément, attention, ça ne veut pas dire forcément que la fonction est dérivable, donc ça ne veut pas forcément dire que la fonction est C1, mais on est juste assuré qu'on a une dérivée à gauche, une dérivée à droite en tout x. Donc ça c'est l'énoncé précis du théorème de Dirichlet. Sous ces conditions, on va pouvoir dire que la fonction qui est étudiée de pi périodique, eh bien elle pourra être approximée à l'aide de son développement en série de Fourier, et donc que plus précisément son développement en série de Fourier converge simplement vers la fonction qu'on étudie. Donc ça, c'est ce que dit Dirichlet, sachant que la continuité, ça peut être une continuité par morceau. Nous, on l'avait établi dans le cadre où on avait continuité seule, mais on pourrait travailler aussi continuité par morceau. Et puis, cette question de dérivabilité à gauche et à droite, c'est caché à travers la question de la fonction qui est C1. Donc, bon, ça aussi, ça va être utile. Et de plus, nous avons aussi le dernier Exode-Call en date, l'Exode-Call numéro 114, qui permet d'établir la convergence normale de la série, du développement en série de Fourier. Donc voilà, convergence normale, assez joli exercice que nous avons vu précédemment, qui permettait en fait de montrer aussi un lien entre les coefficients de la série de Fourier associés à la fonction f et de sa dérivée, et grâce à ce lien et quelques petits outils techniques, on arrivait à démontrer la convergence normale de la série qui permet de définir le développement en série de Fourier de notre fonction. Voilà pour les résultats importants qu'il serait bon d'aller voir, ou en tout cas de connaître avant d'attaquer cet exercice. Je vous invite, vous avez les liens en description, je vous invite à aller jeter un coup d'œil avant vraiment de vous attaquer à cet exercice, si vous ne connaissiez pas certains de ces résultats-là.
Je pense avoir dit l'essentiel de ce que j'avais à dire avant de vous laisser y réfléchir. Donc, faites une pause sur la vidéo dès maintenant pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors, je vais me permettre de passer une petite partie du tableau. On va de la place. Hop. On est parti pour une résolution. Je me permets tout de suite de mentionner, puisque en effet la fonction g ici est supposée t périodique. J'affirme qu'en fait, on pourrait très bien travailler la fonction comme étant simplement 2π périodique. Pourquoi? Parce qu'il suffit simplement de faire un changement de variable sur la fonction qu'on étudie pour se ramener à une fonction 2π périodique si la fonction n'était pas 2π périodique, mais qu'elle était t périodique. Donc en effet, permettez-moi donc de l'écrire. Si la fonction était t périodique, donc soit g t périodique, on pourrait considérer la fonction g tilde, qui va être la fonction qui a x associe g de, donc là c'est là où il faut faire un poil attention, tx sur 2π. Et en faisant cette opération-là, g tilde devient une fonction, donc toujours C1, mais elle est maintenant 2π périodique. Et donc, quitte à faire des changements de variables, on pourra retrouver le résultat pour n'importe quelle période grand T en effectuant donc ce changement de variable à partir des fonctions qui sont 2π périodiques. Donc à partir de maintenant, supposons que G est 2π périodique. Et donc on va chercher à établir le résultat dans ce cadre-là. Maintenant que je sais que G est 2π périodique, je vais pouvoir utiliser Dirichlet. Bien sûr, je pourrais réénoncer, c'est vrai que vous pourriez me dire ça, pour ceux qui ont un peu l'habitude des développements en série de Fourier, je pourrais utiliser les développements en série de Fourier même pour n'importe quelle période. Mais j'avoue que j'ai pas envie d'alourdir de trop les écritures qui vont suivre, donc je préfère tout de suite me restreindre au cas où on a une fonction 2π périodique, comme ça on ne va pas s'embêter avec la normalisation qui est due notamment à ce changement de variable. Donc maintenant je vais me permettre de rappeler les différentes notations pour pouvoir parler du développement en série de Fourier. Donc on va introduire les AK, qui va être 1 sur pi fois l'intégrale de 0 à 2π, ou de moins pi à pi, peu importe, de la fonction f de t, enfin g de t d'ailleurs, parce que c'est la fonction g de t fois cosinus donc de kt, dt, et on a également les bk, qu'il va falloir 1 sur pi, intégrale de 0 à 2π de g de t sinus kt dt. Ça c'est établi pour k entier naturel plus grand que 0. On notera que pour k égale 0, ce truc-là vaut 0. Et puis pour k égale 0, ce truc-là, c'est juste l'intégrale de 0 à 2π de g de t dt, c'est-à-dire le double de la valeur moyenne. Et donc, formule également du développement partiel en série de Fourier de la fonction g, ça va être, calculé en x peut-être, ouais, en x, ça c'est égal donc à A0 sur 2 plus la somme pour k allant de 1 à l'infini, enfin pas à l'infini, à n d'abord. Donc des AK cosinus kx plus bk sinus kx. Ok, hop. Et donc, d'après le théorème de Dirichlet, on a que la suite Sn de G converge, converge simplement vers G. Très bien. Et donc d'après ce qu'on a fait pour l'exo de code numéro 114, on sait que finalement la série de fonctions qu'on est en train d'étudier là converge normalement. Donc en posant, ça va nous être utile, en posant phi k, la fonction qui a x associe ak cos kx plus bk sin kx,
Bécassine, c'est pas mal ça. C'est ma cousine. Donc si je considère cette fonction, cette suite de fonctions, on a, d'après l'exode-call numéro 114, la série des phi k, k allant donc de 1 à l'infini, qui est convergent normalement. Donc voilà ce que nous avions établi précédemment. Alors maintenant, je vais expliquer pourquoi, en effet, c'est une bonne idée de penser au développement en série de Fourier. Et en fait, je vais faire tous les trucs sans me préoccuper, en tout cas tous les calculs qui vont suivre, je vais les faire sans me préoccuper d'une quelconque justification, pour l'instant. Et puis après, on va donner les justifications. Alors, et d'ailleurs, je vais passer d'égalité en égalité, et je vais essayer de donner aussi des numérotations d'égalité pour les expliquer. Donc dans un premier temps, on va partir de l'intégrale de a à b de f de t fois gxt dt. Et donc, par convergence simple, ou même convergence normale, hein, si vous voulez, vous pouvez bien sûr changer la fonction g de xt en la fonction écrite sous la forme de série. Donc on va avoir intégrale de a à b. Si vous voulez, on peut même multiplier par f de t en même temps. Donc on va avoir f de t fois a0 sur 2 plus la série pour k allant de 1 à l'infini des phi k de xt. Je vais laisser la notation phi k de xt simplement parce que ça nous sera utile pour les justifications. Mais vraiment ce qui se cache derrière, c'est ces choses-là. Fois f de t dt. Voilà l'intégrale que j'obtiens. Et donc vous avez normalement très envie d'échanger somme et intégrale. Faisons-le ici, comme si de rien n'était. Donc on va avoir a0 sur 2 fois f de t dt. Ensuite, plus la somme pour k allant de 1 à l'infini des intégrales de a à b de phi k de xt fois f de t. Et maintenant, si je veux regarder la limite, quand x tend vers plus infini, si je veux regarder la limite, ce que je dois faire, c'est quoi? Eh bien, c'est... Normalement, je pense que vous avez plus ou moins compris ce qui va suivre. Cette partie-là ne dépend pas de x, donc finalement, elle va sauter. Je vais avoir l'intégrale de a à b de a0 sur 2 f de t, dt, bien sûr, plus, et là, j'aimerais faire un échange somme limite. Donc là, je vais avoir somme pour k allant de 1 à l'infini, limite, pour x tend vers plus infini, de l'intégrale de a à b de phi k de xt f de t dt. Et c'est là où on va pouvoir utiliser le lemme de Riemann-Lebesgue, car en fait cette intégrale-là, rien ne m'empêche de la redécouper en disant, en fait on a ak fois f de t fois sinus de xt, et puis pareil bk fois f de t fois cosinus de xt, et donc même s'il y a un fois k qui va intervenir, ça ne changera absolument rien, la limite qu'on va obtenir, ça va être 0. Donc avec or, par le lemme de Riemann-Lebesgue, on aura... Hop. Donc si je découpe ma limite, je vais le faire tout de suite, on va avoir ak limite quand x tend vers plus infini de l'intégrale de a à b f de t cosinus kxt dt plus bk limite quand x tend vers plus infini de l'intégrale de a à b f de t sinus kxt dt, cette chose-là vaut 0. Et donc par conséquent, on arrivera à montrer que la limite, c'est en fait cette chose-là, et cette chose-là, c'est exactement ce qu'on veut si t est de pi périodique. Donc c'est-à-dire on va bien avoir 1 sur 2 pi, 1 sur 2 pi fois l'intégrale de 0 à 2 pi de g de t dt, donc 0 problème, on a bien l'intégrale qu'on veut ici, qu'on va pouvoir sortir de l'intégrale tout bonnement ici, parce que là,
C'est vrai que là, on donne l'impression peut-être qu'il y a des t un peu partout, mais en fait, la partie ici, c'est une constante par rapport à la variable qui est ici. Donc il faut faire un petit changement de variable pour bien s'en rendre compte. C'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler U ici. Donc là, si on note U, voilà, on retrouvera bien le résultat souhaité. Bon, alors maintenant, il faut justifier les étapes, hein, parce que bon, là, c'est bien beau, là, on a écrit les choses comme si tout se passait super bien. Tout ne se passe pas forcément super bien a priori, en toute généralité, mais je vous rassure, en effet, vous aurez le droit de faire les opérations qu'on vient d'effectuer. Alors la première opération qu'il va falloir justifier, c'est celle-ci. L'échange série intégrale. Donc à quelles conditions est-ce qu'on a le droit de faire un échange série intégrale? Bon, alors ici, on a en fait une hypothèse assez forte que j'ai rappelée ici. On sait que la série de fonctions qui est là, pour les φ, ça converge normalement. Si je multiplie par f de t, on peut s'assurer que selon t, on va avoir une convergence normale de cette chose. Donc, pour x fixé, x appartenant, donc là a priori, x est un réel, positif, fixé. Bon, tant qu'à faire, disons qu'il est positif non nul. Donc pour ça fixé, on va avoir, je pense que c'est important quand même que ce soit fixe, enfin que ce soit un x réel positif fixé, sinon ça pourrait poser des problèmes. Ou pas, enfin je suis en train de réfléchir. Non, peut-être pas forcément, parce que ça va donner. Il y a quand même une convergence simple, hein, donc assurée. Donc la convergence des AK, bah ouais, peu importe en fait. Je pourrais mettre un réel nul, ça poserait pas de problème. Bon, je mets non nul, mais voilà. Donc on a, qu'est-ce que je veux écrire? Je vais écrire que la fonction, donc, ouais c'est ça, on a pour tout t dans l'intervalle a b, φk de xt fois f de t en valeur absolue qui est majorée par la norme infinie de φk fois la norme infinie de f. Voilà, on peut vraiment majorer de manière abrupte les choses en disant, ben voilà, je prends le plus grand terme que je peux avoir pour les φk de xt et le plus grand terme que je peux avoir pour les f de t. Faut pas avoir peur, car en effet, la série des normes de ifk, de f de φk, pardon, pas ifk, pourquoi ifk, je ne sais pas, k plus grand que 1, cette série-là, on sait qu'elle converge, hein, puisqu'on a la convergence normale. Ok? Donc cette série-là converge, multipliée par la norme de f, donc bon, bah, ça ne changera pas grand-chose. Au final, on a bien donc la convergence normale, d'où la convergence normale de la série des φk fois f. Normalement, pour pouvoir faire un échange somme intégrale, il faudrait m'assurer au minimum, enfin je pense le minimum syndical c'est la convergence simple, mais bon, dans un niveau classe préparatoire, on demande souvent de regarder la convergence uniforme, faite pour une question de continuité. Mais en vrai, on pourrait se contenter d'une convergence simple, pour en tout cas certains des cas que nous voulons traiter. Bon, ici on est en train de regarder une limite en plus infinie, ça ne changera pas grand chose. Mais bon, bref, tant qu'à faire, là ici on a carrément un truc super fort, convergence normale, donc on est content. Un autre truc qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui se passe également si je regarde les intégrales. Donc ça c'était le premier point, c'était la convergence, si vous voulez, la convergence uniforme de la série de fonctions, qui est vérifiée puisqu'on a convergence normale. Ok. L'autre truc qu'il faut constater, c'est si je regarde la série des valeurs absolues des intégrales. Toujours à x fixé. Donc dt. Donc si je regarde cette chose, bon bah cette chose-là, je vais encore une fois majorer brutalement en disant que ce truc-là, je peux le majorer par la norme infinie. Donc je fais une inégalité triangulaire bien sûr, et inégalité en triangulaire va me faire rentrer, donc là je vais enlever l'infini juste pour pouvoir faire les manipulations sereinement. Donc inégalité triangulaire sur les intégrales par rapport à la valeur absolue, ça me permet d'écrire ceci. Fois f de t, dt, clac, clac, voilà. Et donc maintenant, je vais avoir la norme infinie de cette chose-là qui va apparaître, donc ça c'est inférieur ou égal donc à la norme infinie de cette chose fois la norme infinie de cette chose fois bah, la longueur de l'intervalle, donc ça va faire la somme fois b-1.
Et je pense que c'est clair, hein, on a vu juste à l'instant que cette série-là convergeait, donc multiplié par b-a, ça ne change rien. Donc cette série-là converge, on est content. Et donc ça veut dire que la série des valeurs absolues des intégrales converge également pour x fixé. Donc pour tout x réel positif, on a cette convergence. Très bien, on est content. Et puis le dernier truc éventuel qu'il faudrait constater, c'est les fonctions qui sont en jeu. Est-ce qu'on a le droit de les intégrer? Bon, bah, je pense que c'est assez clair. F est une fonction continue. Phi, c'est une histoire de cosinus et sinus. C'est une fonction, c'est infini. Donc, pas de problème. Hein, donc, la fonction qui a t associe phi de xt, f de t, c'est bien une fonction continue sur le segment AB. Comme c'est sur un segment, ça implique intégrabilité. Voilà. Donc voilà, bah, j'ai vérifié les 3 hypothèses qui font que j'ai le droit de passer à cette étape-là. Donc, étape 1, justifier. Donc, justifier, c'est une étape quand même. Hop là. Bien, alors ensuite, quelle est l'autre étape importante qu'il faut justifier? C'est l'échange limite-somme. Donc, c'est cette étape-là. Donc, pour la deuxième étape. Là, cette fois-ci, c'est une question à regarder par rapport à x. D'accord? Donc, il faut étudier plutôt la série de fonctions. Donc, si j'appelle, donc appelons rang phi k, la fonction qui a x associe l'intégrale de a à b de phi k de xt fois f de t. Il faut maintenant étudier cette série de fonctions, en fait, hein, si on veut être un peu plus précis, et il faudrait s'assurer qu'on ait une convergence uniforme. Donc il faut une convergence uniforme de cette série sur un voisinage de plus infini, de préférence, et puis ensuite regarder les limites de ces différentes fonctions. Donc, je commence. La première chose, donc, c'est la convergence uniforme, et la convergence uniforme, elle va être donnée grâce à la convergence normale, car en effet, la norme infinie de phi k sur sur R, hein, en fait. Hein. Cette norme infinie, bah, on a vu juste il y a quelques instants qu'on pouvait majorer par la norme infinie de phi k sur R fois la norme infinie de f sur l'intervalle AB. C'est vrai que je ne précise pas, mais ici c'est vraiment la norme infinie sur l'intervalle AB. Et ici c'est la norme infinie sur R. D'accord? Pas tout à fait le même intervalle qu'on regarde. Donc là c'est la norme infinie sur R de phi k. Et bien cette norme infinie, je sais que je peux la majorer. Donc sur R. Peut-être qu'il faudrait que je précise tout ça là. Je vais essayer de préciser là où je peux le préciser là par rapport à tout ce que j'ai écrit. Donc ici on a R, AB. Est-ce que j'en ai loupé? Je ne pense pas. Donc ça, je sais que ça va être inférieur ou égal à la norme de phi k infini sur R fois la norme de f infini sur l'intervalle AB fois la longueur de l'intervalle b-a. Et on sait déjà que la série des normes infinies, encore une fois, c'est ça qui fait tout marcher, hein. La norme infinie des phi k sur R, ben ça on sait déjà que ça converge, puisqu'on a la convergence normale des phi k. Donc, la série des grands phi k converge normalement. Et donc par conséquent uniformément. On est content. Maintenant, il faut regarder ce qu'il en sera de la limite. Donc si je regarde la limite quand x tend vers plus infini des phi k de x, et bien ça, par le lemme de Riemann-Lebesgue, on sait que ce truc-là va tendre vers 0. Je l'ai expliqué tantôt. Donc Riemann-Lebesgue. Hop. Très bien, donc on sait ça que ça tend vers 0, et donc la série des limites, je pense que c'est assez clair, j'ai pas besoin de l'écrire, la série des limites converge. C'est vrai que normalement il y a ça aussi à vérifier. Mais là je pense que c'est assez clair et je vais le mettre sur le même point. La série pour k supérieur ou égal à 1 des limites converge. Bon voilà, bah, on a tout ce qu'il faut, messieurs, dames. Nous avons ici
la convergence normale qui nous donne la convergence uniforme de la série, nous avons les limites qu'on peut calculer, et la série de limites qui trivialement convergent. Par conséquent, on peut donc faire en effet un échange série-limite, et donc continuer le calcul jusqu'à obtenir ce résultat-là. Et voilà, bah, je pense que je peux conclure le résultat final. Alors oui, il y a encore peut-être un dernier petit truc à faire, mais vous allez voir que ça ne va pas me coûter grand-chose. Donc, alors, ainsi, nous avons établi deux points, que la limite quand x tend vers plus infini, intégrale de a à b, de f de t, g de xt, est donc bien égale à a0 sur 2 fois l'intégrale de a à b de f de u, je me permets de changer la variable du, et a0, bah, c'était 1 sur pi, intégrale de 0 à 2pi de ma fonction g. Donc en effet, j'ai bien 1 sur 2pi fois l'intégrale de 0 à 2pi de g de t dt. Je rappelle que ma fonction g était supposée ici 2pi périodique. Alors j'ai quasiment terminé, parce que vous pourriez me poser la question, oui, mais si ma fonction elle n'était pas 2pi périodique, quelle est la petite chose qu'il va falloir faire? Je vais vous répondre. Hop. C'est bon. Je vous ai montré le changement de variable qu'il fallait faire. Hein. Je vous ai montré que si g est t périodique, alors g tilde, la fonction qui a x associe g de tx sur 2pi, cette fonction-là devient, devient 2pi périodique. Ok? Donc ça veut dire que si je fais l'intégrale de a à b de f de t fois g de xt dt. Alors je peux faire un petit changement de variable, hein, on doit se douter du changement de variable. Je vais donc changer... alors qu'est-ce que je... Oui, c'est t qu'il faut que je change. Je réfléchis si je pouvais pas faire autrement. Oui, bah, je vais changer t tout simplement. Donc on va changer t. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser v comme étant égal à... Donc là, moi, ce que je veux, c'est faire intervenir g tilde. Donc si je veux faire intervenir g tilde, il faut que je dise que... Je vais écrire, je veux que t soit égal à grand T fois v sur 2pi. Voilà, c'est ça. Voilà le champ de variable que je veux faire. Donc ça veut dire en fait que v est égal à 2pi sur t, grand T, fois petit t. Voilà. Et donc on peut faire aussi avec dv et dt. Donc on va avoir intégrale de a à b de f. Alors oui, pardon, c'est plus de a à b. Hein. Donc intégrale de... Alors, le premier c'est donc 2pi sur grand T fois a, fois b, pardon. Et ici 2pi sur grand T fois a. Je vais avoir f de... Alors, qu'on fasse pas de bêtises. 2pi, enfin t fois v sur 2pi, et fois ensuite g de x fois t, quelque chose de bêtise encore, fois t sur 2pi, le tout fois v. Et donc là, le dv, il va devenir, attention, dv c'est donc t sur 2pi fois dv. Voilà. Ok, très bien. Alors maintenant que j'ai fait le changement de variable, cette chose-là reste une fonction continue sur cet intervalle-là. Cette chose-là est devenue une fonction 2pi périodique. D'accord? Si j'enlève le x, hein. Cette fonction-là est devenue une fonction 2pi périodique, donc je peux le voir comme étant égal à g tilde de xv, ce truc-là. Voilà. Et donc maintenant que je le vois comme ça, je peux faire la limite. Donc la limite, quand x tend vers plus infini, va être égale à
si je suis ce que j'ai fait pour 2pi, ça va faire donc 1 sur 2pi fois, je suis juste en train de demander si j'ai pas fait une bêtise, donc dt égale t sur 2pi, normalement c'est bon, hein. Donc fois t sur 2pi, ensuite intégrale de 0 à 2pi, de g tilde, donc c'est-à-dire g t v sur 2pi dv, voilà, et puis ensuite on a intégrale de 2pi sur grand T à 2pi sur grand T b fois f de tv sur... Alors v c'était pas un bon choix, je vais l'appeler w 2pi tw. Donc je me retrouve avec cette chose, ok, et cette chose-là, je vais faire un changement de variable pour me ramener à ce que je veux. Donc là, le rechangement de variable que je vais faire, c'est mettre ici t égale cette chose. Donc en faisant ça, je vais me retrouver avec donc 1 sur 2pi fois t sur 2pi. Et je vais me retrouver alors avec l'intégrale de 0 à grand T de g de t. Donc là, en faisant le changement de variable, ça veut dire... C'est le même changement de variable que ici. C'est juste que c'est maintenant t que je vais remettre. Donc en remettant t, dv devient 2pi sur t dt. Et ici, je fais le changement de variable aussi. Donc ça va me donner l'intégrale de a à b de f de u du. Mais là, le du devient donc, encore une fois, 2pi sur t du. Et là, normalement, vous devriez constater que tout se simplifie. C'est juste pour vous convaincre qu'en effet, une fois que j'ai traité 2pi périodiques, j'ai traité toutes les périodes. Hein. Donc les 2pi s'en vont parce qu'il y en a un ici et un ici. Et il y a un t qui s'en va. Il nous en reste un. Donc en effet, on obtient le résultat escompté. 1 sur t, intégrale de 0 à t, g de t dt, fois l'intégrale de a à b de f de u du. Et voilà. Là, j'ai vraiment terminé. Comme ça. Vous ne serez pas mécontent que je n'ai pas fait toutes les périodes. Voilà, je vous ai précisé comment ça se passe pour n'importe quelle période. Et donc voilà, on vient d'établir cette généralisation du lemme de Riemann-Lebesgue dans le cadre où on a une fonction C1 de R vers R t périodique et on a une autre fonction f qui est continue sur le segment AB. Alors à savoir qu'en fait on peut généraliser ce résultat-là en travaillant même avec des fonctions qui sont continues par morceaux. C'est beaucoup moins simple, ça demande un peu plus de bagage, parce que là on a eu beaucoup de chance sur les convergences normales des séries de fonctions qui étaient en jeu, notamment la série donnée par phi k de xt f de t, donc c'est vraiment ça, et c'est surtout la convergence normale des phi k qui permet vraiment de régler tous les problèmes de convergence et de nous permettre de faire les échanges comme on le souhaite. Mais il se trouve qu'on peut affaiblir les hypothèses en travaillant avec des fonctions continues par morceaux. Donc G doit rester quand même T périodique, hein, bien sûr, pour que les choses aient du sens. Mais en effet, on pourrait réduire un tout petit peu les énoncés, les résultats d'énoncés. Alors bon, continue... Je suis pas sûr pour G continu par morceau, je réfléchis un petit peu. Je suis pas sûr pour G continu par morceau, mais il faut que ce soit continu par morceau, sachant qu'on doit avoir des dérivés à gauche et à droite. Car j'imagine qu'un argument qui peut généraliser, qui peut éventuellement se généraliser, c'est des arguments faisant intervenir des développements en série de Fourier. Donc j'imagine qu'on peut passer par des généralisations de ce type-là. J'ai déjà vu un raisonnement qui passait pas du tout sur du développement en série de Fourier, qui en fait finalement passait plutôt par une soustraction de la valeur moyenne. Donc d'abord traiter le cas où la valeur moyenne vaut 0, puis après traiter le cas général. Donc j'ai déjà vu aussi ce type de raisonnement, plutôt sympathique aussi, et qui marche bien, mais qui marche bien que si on a quelques hypothèses, donc notamment que la fonction là-haut, qui est t périodique, soit, je pense, C1, de ce que j'ai vu en tout cas, et f pouvait être une fonction continue par morceau sans aucun problème. De toute façon, on voit que par rapport à f, il n'y a pas grand-chose à avoir, surtout pouvoir faire des calculs d'intégrale, quoi. Donc essentiellement, si on suppose que la fonction est continue par morceau, on n'a pas trop de problème. Donc voilà, et donc nous verrons une application de ce résultat-là dans le cadre d'un prochain exercice,
En fait, ça va être le prochain Exode Call, si je ne me trompe pas. Si c'est pas le prochain, ça va être le suivant encore, mais d'ici pas très longtemps, on va avoir un exercice qui applique ce résultat-là pour calculer une limite assez spéciale, dépendant d'une fonction qui va être elle C1 décroissante avec quelques petites propriétés. Voilà, je vous spoil pas davantage, de toute façon j'ai déjà donné les exercices qui tomberont sur ce mois de novembre, donc vous pourrez retrouver cette liste si ça vous chante en examen et revoir l'énoncé que je suis en train d'évoquer ici. Bref, je m'arrête ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!